Coucou, c'est Victor. Je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent mon travail depuis ces dernières années. Vos dons sont indispensables pour faire vivre ce média indépendant. Et je me sens très reconnaissant de pouvoir continuer à apporter de nouvelles idées que je pense utiles à la lutte contre le spécisme, grâce à vous. Et sinon, vous pouvez acheter mon livre « En finir avec les idées fausses sur l'antispécisme » aux éditions de l'Atelier, qui fait un peu la synthèse des réponses à toutes les objections qu'on nous envoie tout le temps dès qu'on cherche à porter l'intérêt des autres animaux. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode. Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Quatrième partie, prévenir la montée du zoonationalisme. Bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode de la série sur Brigitte Bardot et l'animalisme raciste. Cette fois-ci, c'est vraiment le dernier. Dans les épisodes précédents, on a vu comment Bardot a construit son engagement pour les autres animaux sans les outils théoriques qui permettent de penser le spécisme comme système. Comment cette absence a produit une vision du monde essentialiste et suprémaciste. Et dans l'épisode 3, on a vu comment la mécanique interne de son paternalisme compassionnel, le misérabilisme, la triade paternaliste, la rhétorique de l'innocence, le spécisme bienveillant, etc., crée une pente qui mène vers ce qu'on a appelé l'animalisme identitaire, c'est-à-dire la mobilisation de la cause animale pour hiérarchiser des groupes humains. Aujourd'hui, on va plus loin, parce qu'il y a une différence entre une pente et le fait de la dévaler jusqu'en bas, entre un cadrage poreux au racisme et une convergence effective avec l'extrême droite. Et c'est cette convergence qu'on va analyser maintenant. Comment elle fonctionne, qui en profite, et surtout, comment s'en prémunir. Le zoonationalisme, une convergence effective entre animalisme et extrême droite. De l'animalisme identitaire au zoonationalisme. On l'a vu, l'animalisme identitaire désigne une certaine formulation de la cause animale, qui se rend poreuse, structurellement compatible avec des projets nationalistes, racistes ou fascistes. Et le moment où cette compatibilité devient un rapprochement politique effectif, ou bien l'instrumentalisation cynique de la cause animale par des forces d'extrême droite, on a alors basculé dans autre chose, dans une convergence accomplie. Et c'est alors ce qu'on peut appeler le zoonationalisme. Autrement dit, l'animalisme identitaire flirte avec l'extrême droite, le zoonationalisme, c'est vraiment le mariage consommé. Pourquoi distinguer ainsi animalisme identitaire et zoonationalisme ? Eh bien parce que tous les animalistes identitaires ne deviennent pas des alliés du fascisme. La vulnérabilité structurelle peut rester uniquement latente. Mais quand le zoonationalisme prend la forme d'une convergence sincère, comme chez Bardot, il s'enracine dans ce terrain fertile, celui d'un animalisme qui hiérarchisait déjà les populations par leur rapport aux animaux. Distinguer ces concepts permet donc de critiquer certains cadrages pour leur perméabilité au racisme, sans pour autant accuser tous ceux qui les mobilisent d'être complices du fascisme. Ce serait excessif, dit comme ça. Comme l'écrivent Élie Beauchemin et Naïma Amrouni dans leur article « Halal et bien-être animal, l'angle mort de notre indignation », écrit en janvier dernier, dans un contexte de nouvel enflammement du débat autour du halal au Canada, je les cite. « De la même manière que les causes féministes et LGBT+, ont été instrumentalisées dans l'histoire récente pour légitimer des projets politiques ou des opérations militaires hostiles à l'islam, des phénomènes que les sociologues Sarah Faris et Jasbir Puar ont respectivement qualifiés de fémonationalisme et d'homonationalisme, on assiste aujourd'hui à une mobilisation similaire de la cause animale au service d'un projet politique nationaliste ancré dans un registre conservateur identitaire. Par analogie, nous suggérons de désigner ce phénomène par l'expression de zoonationalisme. » Fin de la citation. Précision importante, quand on parle de nationalisme ici, il ne s'agit pas simplement de frontières géographiques, mais d'un projet politique, qu'il vise à exclure les étrangers ou à hiérarchiser des groupes au sein d'un même pays. Bardot l'illustrait parfaitement en 1996, dans Le Figaro, au sujet des abattages rituels de l'Aïd el-Kébir. « Et voilà que mon pays, la France, ma patrie, ma terre, est de nouveau envahie
avec la bénédiction de nos gouvernants successifs, par une surpopulation étrangère, notamment musulmane, à laquelle nous faisons allégeance. De ce débordement islamique, nous devons subir à nos corps défendants toutes les traditions. Cet élément revient dans quasiment toutes les formes de zoonationalisme, la focalisation sur l'abattage halal. C'est d'ailleurs à partir de cet exemple que le concept a été formulé par Élie Beauchemin et Naïma Amrouni. Je les cite encore. La question ressurgit de manière cyclique au Québec, dans un climat politique et social où se multiplient les discours politiques et les dispositifs législatifs sur la laïcité de l'État qui, bien que neutres dans leur formulation, ciblent de facto les communautés musulmanes. En sensationnalisant et survisibilisant une pratique minoritaire, cette indignation ciblée contribue à la fabrication de l'altérité musulmane au Québec, tout en entretenant l'illusion d'un engagement moral réel envers le bien-être animal. Ils et elles poursuivent: si l'abattage rituel soulève des questions éthiques légitimes, comme toutes les formes d'abattage par ailleurs, la focalisation du débat actuel sur cette seule question fait l'impasse sur des enjeux autrement plus fondamentaux. Elle permet surtout de mettre au jour la fonction symbolique de cette controverse publique, celle d'ériger certaines pratiques musulmanes en problèmes civilisationnels. Car si ce débat ne servait pas, consciemment ou non, à stigmatiser les musulmans et à figer dans l'imaginaire collectif la figure du barbare inassimilable, il n'aurait tout simplement pas l'écho disproportionné qu'on lui accorde dans l'espace public ces dernières années. Cette instrumentalisation a une longue et sombre histoire. Les nazis, par exemple, avaient interdit l'abattage rituel pour stigmatiser les juifs. Vous pouvez lire à ce sujet l'excellent article « Les nazis, véritables amis des animaux » écrit par Loretta Eckart, publié dans l'Amorce. L'autrice rappelle que la Cour fédérale allemande a d'ailleurs désigné cette règle comme étant une mesure de violence nationale-socialiste prise pour des motifs d'ordre racial. Ce qu'on observe, c'est que la cause animale est détournée de ses principes éthiques, la réduction de la souffrance, la considération morale des êtres sentients, pour être orientée vers un agenda identitaire, qui n'est pas réellement au service des intérêts des animaux. Ils utilisent leur cause pour renforcer des dynamiques d'exclusion et de rejet de l'autre. Un mécanisme de renforcement mutuel, mais fort inégal. Au cœur du zoonationalisme, l'articulation entre cause animale et racisme devient carrément une alliance active et stratégique, au sens où les deux se renforcent mutuellement. Le racisme crée des opportunités pour certaines mesures pro-animaux qui stigmatisent certaines populations. Et en retour, l'animalisme vient blanchir le racisme, le rendre plus acceptable. Mais cette transaction est assez déséquilibrée, car si l'animalisme sert bel et bien à blanchir le racisme, comme on va le voir, le racisme, lui, ne permet pas réellement de faire avancer la cause animale en revanche. Il n'autorise que les formes les plus bancales et biaisées d'animalisme. Relativement à l'ensemble des formulations de la cause animale possibles, ce sont uniquement les plus convergentes avec le nationalisme auxquelles il sera permis d'émerger et de rencontrer un certain succès médiatique et politique. Comme l'explique Kautar Archi, de nouveau dans l'entretien avec Bon Pote, c'est un animalisme autorisé, permis, parce qu'il est celui d'une artiste, tout d'abord, puis surtout c'est un animalisme articulé à des positions politiques fascisantes, dans l'air du temps. La revendication animaliste trouve dans l'espace majoritaire droit de citer, à condition que soient cités également le racisme et l'antiféminisme. Sarah Faris mobilise les travaux de Sylvie Tissot sur le féminisme d'État. Ces organisations féministes anti-islam intégrées aux appareils d'État comme voie officielle des droits des femmes. Tissot décrit une convergence entre ce féminisme institutionnel et le virage xénophobe des politiques d'immigration après la loi anti-voile de 2004. Elle parle d'une situation sinistre où, je cite, « le féminisme est devenu une des métaphores du racisme. Il nourrit les représentations et les pratiques racistes, mais d'une manière euphémisée, rendant le racisme respectable. » L'expression « racisme respectable » vient elle-même du sociologue Saïd Bouamama, qui l'avait formulée dans son ouvrage « L'affaire du voile ou la production d'un racisme respectable », paru en 2004. Eh bien, on observe exactement le même mécanisme avec la cause animale. Comme le formule très bien Chloé K, porte-parole de 269 Live France dans un post Instagram, la cause animale sert d'écran moral. Autrement dit, les animaux deviennent l'alibi du racisme. C'était d'ailleurs la substance même de la défense juridique de Bardot lors de ses procès pour incitation à la haine raciale. Vous y voyez du racisme, de la xénophobie, mais moi je n'y vois que l'expression d'un combat qui est le sien.
plaidait ainsi son avocat, maître François-Xavier Kelidjian. Comprenez, ça ne peut pas être du racisme, puisque c'est de l'animalisme. Cette logique de blanchiment moral fonctionne remarquablement. Aimer les animaux devient une preuve de bonté, et le racisme est sitôt oublié. Donc le cas Bardot, il représente aussi non pas seulement ce qu'on appelle un syndrome du sauveur blanc, Myriam Baafou. mais que moi je préfère quand même cette idée de fétichisation de la vulnérabilité, encore une fois blanche ou non, mais il y a eu également l'apparition de ce qu'on appelle de la solidarité blanche, que pour le coup je trouve ce terme très, très bien, très juste, dans les réactions qui tentaient de sauver Bardot en dépit ou contre ses propres prises de position racistes toute sa vie. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper révélateur, puisque les commentaires qui allaient le plus dans le sens de « oui, mais Bardot qui a œuvré pour avoir des pratiques de mise à mort des animaux qui soient moins douloureuses, qui a œuvré contre la corrida, qui a œuvré contre la chasse, enfin qui a œuvré contre tellement de choses », venaient de personnes qui ne s'étaient jamais mobilisées sur ces points. Et c'est en ça que c'est de la solidarité blanche, en fait. C'est-à-dire que, en fait, ces personnes-là n'ont pas d'intérêt, ni politique, ni d'affinité pour la question animale, du tout. Mais à partir du moment où c'est une personne qui, parce qu'elle est blanche, et encore une fois, là, sa blanchité, elle est révélée par son racisme, qu'elle devient le centre de la défense politique. C'est-à-dire qu'elle devient, encore une fois, une forme, une entité presque sanctifiée, où on va, d'une certaine manière, accentuer les choses qu'elle aurait fait qui seraient éthiques, alors qu'encore une fois, la plupart des personnes n'ont jamais considéré que le bien-être animal était une question éthique, mais alors du tout. Mais elle le devient à partir du moment où la personne, parce qu'elle est blanche, devient la caution éthique, en fait. Et c'est ça, pour moi, c'est le cœur de la solidarité blanche. C'est-à-dire que les prises de position publiques, les prises de risque que les personnes ont montrées, se sont faites uniquement parce que la personne en face, qui était blanche, pouvait témoigner de la valeur de la cause dont il est question. C'est-à-dire que ça aurait pu être les animaux ou n'importe quoi d'autre. Les deux modes du zoonationalisme. Dans Au nom des femmes, Sarah Faris définit le fémonationalisme comme une convergence entre des acteurs très différents. Des nationalistes de droite, des néolibéraux et certaines personnalités et organismes féministes. Et cette convergence n'est pas toujours une alliance délibérée. Mais Faris distingue au sein de ce phénomène deux dynamiques distinctes. Le fémonationalisme, écrit-elle, fait autant référence à l'exploitation des thèmes féministes par les nationalistes et les néolibéraux dans leur campagne anti-islam, qu'à la participation de certaines féministes et fémocrates dans la stigmatisation des hommes musulmans en vertu de l'égalité de genre. Autrement dit, d'une part, l'instrumentalisation cynique par des forces politiques qui se fichent en fait du féminisme, d'autre part, la participation active de certaines féministes elles-mêmes. Le groupe Némésis incarnerait plutôt la première pratique, aujourd'hui. Sous couvert de dénoncer les violences faites aux femmes, il porte un projet d'extrême droite et racialise systématiquement les agresseurs. L'association féministe Ni pute ni soumise illustre plutôt la seconde. Centrée sur l'accompagnement des femmes dites des quartiers, elle a incarné un combat contre la barbarie patriarcale supposée des hommes musulmans et de classe populaire, avec un ancrage dans la sphère étatique plutôt que dans la société civile. Elle est devenue le symbole de l'arrachement des femmes à une culture désignée comme intrinsèquement oppressive. Et on observe ces mêmes dynamiques au sein du mouvement animaliste, dans une bien plus faible mesure certes, mais rien d'étonnant dans une société et un monde qui se fascisent à vitesse grand V. Le zoonationalisme peut ainsi prendre la forme d'une instrumentalisation, quand l'extrême droite se saisit superficiellement de la cause animale pour blanchir son projet raciste, ou d'une participation de certaines franges de l'animalisme à la stigmatisation de populations racisées au nom de la lutte contre les maltraitances animales. Commençons donc par la première, l'instrumentalisation cynique, l'animal washing du RN. Ce qui fait toute la différence, c'est que l'instrumentalisation ne s'embarrasse d'aucun engagement conséquent pour les animaux. C'est une façade, le plus souvent complètement cynique et hypocrite. Le RN n'a aucun engagement effectif pour les autres animaux. Il faut donc vraiment le distinguer du cas Bardot. On pourrait parler à leur égard d'animal washing, une récupération pure et simple de la cause animale pour blanchir à peu de frais un projet qui est en fait spéciste, raciste, nationaliste et fascisant. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de spécifique dans l'animalisme qui Antoine Dubiot, prête le flanc à une appropriation par l'extrême droite. auteur de l'ouvrage Écofascisme. Ça, c'est un procès qui est souvent intenté aux animalistes en général. Et évidemment, là, ça me semble complètement erroné et c'est vraiment
une forme de décrédibilisation, le procès en extrême droite pour décrédibiliser les animalistes. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune forme possible de cohérence entre des idées d'extrême droite, du racisme, et puis une forme d'animalisme. Il me semble qu'un problème, c'est d'essayer d'imaginer qu'il y a des espèces d'incohérences théoriques absolues entre des positions politiques sur différents sujets. Il me semble que la réalité montre que en fait, il y a des convergences auxquelles on ne s'attend pas, il y a des formes de rationalité qui arrivent à agréger des paradigmes qui certes ont été élaborés de manière antagoniste, mais en réalité qui peuvent se combiner. Et c'est pas spécifique pour le coup à l'animalisme. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut ne pas exceptionnaliser l'animalisme dans son rapport à l'extrême droite, ni positif ni négatif. C'est-à-dire qu'il n'est pas intrinsèquement plus fertile pour les idées d'extrême droite, mais il n'est pas non plus plus difficilement récupérable. Je pense que de ce point de vue-là, on peut faire vraiment l'analogie avec la question écologique, avec d'autres questions. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de questions politiques qui sont, elles, un peu plus immunisées. De fait, la question du racisme, évidemment, l'extrême droite va difficilement pouvoir se positionner comme le grand camp antiraciste. Quoique, en fait, on voit quand même qu'il y a des reconfigurations. Ça ne veut pas dire que l'extrême droite n'est pas raciste. Ce que ça veut dire, c'est que comme il y a aussi des formes différentes d'exprimer la haine raciale dans le débat public, le fait de parler de culture, d'identité, de religion, même si en réalité, par exemple, si on prend le cas de l'islamophobie, en fait, c'est pas une haine d'une religion, c'est une haine raciale très claire, ça c'est bien documenté en sociologie. De fait, il y a quand même des glissements qui font qu'il y a une partie de l'électorat qui va considérer que le Rassemblement national n'est plus un parti raciste. Alors, bien sûr, ça paraît absurde, mais en réalité, ça montre qu'il y a aussi des manières de politiser certaines questions qui ont des impacts après matériels sur les adhésions politiques, les préférences électorales, etc. Il y a de multiples manifestations d'animal washing au RN tout particulièrement. Il n'y a qu'à penser à la façon dont Marine Le Pen s'affiche avec ses chats pour se faire bien voir. Et récupérer la proximité avec la figure de Brigitte Bardot s'inscrit dans la même stratégie. Marine Le Pen a d'ailleurs été invitée à ses obsèques, où elle a rendu hommage à ses convictions. Bonjour. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui ? Oui, bien entendu. Il était hors de question que je ne sois pas présente pour rendre à Brigitte un dernier hommage. Qu'est-ce que vous retenez d'elle ? Une femme gigantesque, la liberté, l'impertinence, la franchise, l'engagement, les convictions, et puis le sacrifice quand même. Le sacrifice qu'elle a fait pour une cause. Tout ça la rend unique. Et d'autres personnalités d'extrême droite se sont revendiquées de l'héritage de Bardot. Ainsi d'Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement national, qui était invitée sur France Info le 29 décembre 2025, au lendemain de son décès. La sécurité, la défense, le pouvoir d'achat, etc. Et parmi ces livrets régaliens et essentiels pour nous, il y avait un livret sur le bien-être animal. Donc peut-être que c'est pas un hasard si Brigitte Bardot a salué le travail sérieux de Marine Le Pen sur les animaux. Sauf que la défense de la cause animale a parfois aussi donné chez elle des dérapages polémiques, des propos sur les habitants de la Réunion qualifiés d'autochtones aux gènes de sauvages, des homosexuels comparés à des lopettes de bas étage. C'est ça qu'on peut retenir aussi de Brigitte Bardot. Est-ce que ça ne ternit pas son image ? Vous savez, moi, je profite de votre prestigieuse émission pour m'incliner et rendre hommage à l'entièreté de Brigitte Bardot, y compris ça, mais à l'ensemble de sa carrière. Ça vous dérange pas ? Rendons hommage à l'entièreté de Brigitte Bardot. Comprenez, oui, louons aussi ses opinions nationalistes et racistes. C'est limpide. Et c'est bien là que réside la clé. Pourquoi le RN adopte-t-il ce vernis animaliste ? Eh bien parce qu'il a quelque chose à y gagner. Comme le décryptait en 2018 auprès de l'AFP Sylvain Crépon, enseignant-chercheur en sciences politiques, je cite, « La référence à Bardot est faite dans une perspective identitaire et permet au parti de gagner en légitimité, alors que le RN est dans l'ensemble boudé par les artistes. » Fin de citation. Cette dimension du gain explique l'adoption d'une rhétorique de protection animale qui va pourtant à contresens des politiques réelles menées par le parti. Si vous en doutez, je vous recommande d'écouter l'épisode qu'on avait enregistré avec Florence Delry, antispéciste contre l'extrême droite, qui fait vraiment très bien le point là-dessus. Julien Audoul, autre figure du RN, s'était rendu à la manifestation pour les chiens, organisée en 2023, dont on a déjà parlé. Bonjour à tous, je me présente, Julien Audoul, je suis député de Lyon,
conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté et également membre du groupe d'études sur le bien-être animal à l'Assemblée nationale. Moi j'ai toujours aimé les animaux, c'est sûr, et puis de toute façon il ne faut pas compter sur nos hommes politiques pour améliorer le bien-être. Alors là, j'ai été quand même agréablement surpris de rencontrer Monsieur Odoul, qui est une personne abordable. D'ailleurs, l'organisatrice de l'action était très lucide sur les raisons de sa présence. Il y a un petit peu de monde, je sais pas, peut-être une trentaine de personnes pour l'instant. Et notamment un député RN qui s'approprie la cause, forcément, et qui est le seul politique à être là. Avec toute une troupe, hein, Ah bah oui, tant qu'à faire. Ça s'appelle de la pleine récupération politique. Et ça, c'est gênant, parce que la cause animale, il en a rien à foutre. Et c'est pas lui qui doit être la star aujourd'hui, ce sont tous les animaux qui souffrent, et ça m'exaspère en fait, mais bon, c'est comme ça. Et bien sûr, dénoncer la viande halal représente une opportunité en or pour le RN, qui a fait d'un discours anti-islam et xénophobe son principal argument de vente. Pour Marine Le Pen, c'est une manière de dire « en défendant les animaux, je combats l'islam », résume Luka Jakubowicz dans l'article « Pourquoi l'extrême droite aime-t-elle tant les animaux ?» En somme, faire d'une pierre deux coups, stigmatiser les musulmans et donner une façade respectable à l'extrême droite. Jackpot. Comme le souligne la militante Alice Verlaine-Corbion sur Facebook, toute l'arnaque de Bardot consistait à dire que si elle avait soutenu le FN, ce serait parce que c'était le seul parti ayant répondu présent à ces combats. Oui, ces combats sur l'abattage rituel, mais pour le reste, les lois discutées et votées à l'époque au sujet du bien-être animal, années 60 et 70 par exemple en France, montrent tout autre chose. Des votes à la majorité, sans opposition droite-gauche, mettant d'accord une large majorité d'élus de tous bords. Rien à voir avec la fable FN Only de Bardot. Et si l'on doutait encore du caractère purement instrumental de cet engagement du RN, il suffit d'observer ce qui s'est passé en juin 2024, quand la victoire électorale est soudainement apparue comme une possibilité réelle. Sébastien Chenu a alors déclaré que l'abattage rituel ne serait finalement pas remis en cause si le RN accédait au pouvoir. Une volte-face après des années de dénonciations tonitruantes par Marine Le Pen puis Jordan Bardella au nom de la dignité animale. La cause animale, ça va, ça vient, mais l'islamophobie, elle, est toujours là. On voit donc à quel point c'était une arnaque. Si l'animalisme sert efficacement d'écran moral au racisme, le racisme, lui, ne fait pas vraiment avancer la cause animale. Et puis l'abattage rituel ne constitue en fait qu'une partie quasi anecdotique des abattages sans étourdissement, du point de vue du nombre d'animaux concernés. Si l'inquiétude réelle portait sur le sort des autres animaux, d'un point de vue antispéciste, on se préoccuperait de leur sort à tous. Et en particulier, des milliers de milliards d'animaux aquatiques qui agonisent sur les chalutiers pendant de longues dizaines de minutes, voire des heures, ou qui sont éviscérés à vif. Mais aussi des ratés de l'étourdissement, qui sont légion. Mais encore, des étourdissements qui sont effectifs, mais effroyables, comme ces cochons qu'on asphyxie chaque jour dans les chambres à gaz. Toutes ces victimes sont des milliers de fois plus nombreuses que celles des abattages rituels, mais suscitent un silence étourdissant. Et oui, parce qu'on ne peut pas en tirer grand-chose qui attise l'islamophobie. Forcément, tout de suite, c'est moins intéressant. Pourquoi ne parle-t-on jamais des abattages bien franchouillards qui sont tout aussi atroces et, eux, généralisés ? Eh bien, pour la bonne raison que l'extrême droite est surtout et avant tout spéciste et adhère avec peu de restrictions à l'idéologie du carnisme, qui légitime l'appropriation des autres animaux. Le rapport majoritaire de l'extrême droite, le carnisme identitaire et le vide. Dans les années qui viennent, le zoonationalisme pourrait se développer et même s'institutionnaliser, c'est-à-dire devenir un mode de traitement étatique de la question animale. Vu la conjoncture politique, si l'État français commence à vraiment s'emparer d'un agenda animaliste, il y a toutes les chances que ce soit à travers un prisme zoonationaliste. Mais pour l'instant, il faut absolument être clair sur la réalité, sur l'état des lieux. Ce que j'ai décrit plutôt comme animalisme identitaire a son pendant inverse, et beaucoup plus récurrent, le carnisme identitaire. C'est-à-dire la mobilisation de la consommation de viande, mais aussi de la chasse, de la corrida, comme des marqueurs d'identité nationale ou culturelle, et également d'identité virile, masculiniste, voire directement des marqueurs d'une soif assumée de suprémacisme. Des emblèmes d'un rapport au monde comme les seigneurs de la terre, qui assument leur violence et leur bon droit, ce qu'est effectivement en soi le spécisme. Et ce carnisme identitaire s'accompagne tout à fait logiquement d'un rejet virulent du véganisme, présenté comme une menace pour nos traditions, voire comme un complot wokiste visant à détruire notre mode de vie. L'égalitarisme, au cœur du projet antispéciste, apparaît comme le summum de ce contre quoi s'élève l'extrême droite.
Autrement dit, la dynamique principale entre la cause animale et l'extrême droite demeure pour le moment un rapport d'opposition franche. Ou à vrai dire, le rapport le plus courant n'est même pas l'opposition, c'est l'indifférence totale. La question animale est tout simplement un non-sujet pour l'écrasante majorité des droites radicales et nationalistes. Donc, si l'animalisme identitaire existe et qu'il est important de le documenter et de le critiquer, il demeure un mode de politisation de l'animalisme extrêmement minoritaire, là où l'absence de traitement ou le carnisme identitaire structure massivement les discours réactionnaires et nationalistes contemporains. S'il y a une alliance écrasante, c'est bien entre le carnisme et l'extrême droite, de façon tantôt latente, tantôt explicite. On l'a encore vu récemment, en janvier 2026, avec la Maison-Blanche sous le régime de Donald Trump, qui a publié un post déclarant « We are ending the war on protein ». Nous mettons fin à la guerre contre les protéines. Comprenez, les protéines c'est la viande. Puis la même chose avec le lait entier. « Make whole milk great again ». Rendons sa grandeur au lait entier. C'est vraiment con, hein, mais littéralement c'était un spot de communication de la Maison-Blanche. Trump steaks are by far the best tasting, most flavorful beef you've ever had. Truly in a league of their own. Donc très clairement, c'est le suprémacisme humain qui a une affinité et une cohérence incroyables avec le projet suprémaciste général de l'extrême droite. Regardons du côté du deuxième mode de zoonationalisme, les convergences depuis l'animalisme. Bon, en fait, on fait que parler de ça depuis le début avec Bardot. La cause animale, imprudemment bradée par Bardot. À l'opposé de l'instrumentalisation cynique comme celle du RN, il y a la participation active de certaines franges de l'animalisme à une rhétorique raciste nationaliste, où un engagement réel pour les autres animaux vient s'articuler avec un soutien à un projet d'extrême droite. Bardot en était sûrement l'incarnation la plus visible et la plus dommageable. C'est pas pour rien qu'on parle énormément d'elle dans cette série. Interrogé par la journaliste du Monde Annick Cogent sur l'étiquette de frontiste qui avait entaché son image, Bardot répondait « Je juge les politiques à l'aune de ce qu'ils proposent pour la cause animale. C'est aussi simple que ça. Et j'ai donc navigué. J'ai soutenu Giscard, qui a été super. Chirac, puis Jospin contre Chirac, puis Sarko. J'ai eu un espoir insensé quand le Front National a fait des propositions concrètes pour réduire la souffrance animale. Mais j'ai aussi sollicité Mélenchon en le félicitant d'être végétarien et d'avoir un projet contre les abattoirs. Si demain, un communiste reprend les propositions de ma fondation, j'applaudis et je vote pour lui. » Cette navigation politique opportuniste ne s'embarrassait guère de cohérence idéologique. Bardot se déclarait prête à soutenir n'importe qui, Giscard comme Le Pen, Sarko comme Mélenchon, du moment qu'on lui parlait un peu des animaux, sans jamais s'interroger, semble-t-il, sur l'effectivité réelle de ces engagements, ni sur leur articulation avec d'autres enjeux politiques. Bon, elle a déclaré ça un jour, mais dans les faits, elle s'est tout de même réellement beaucoup engagée pour Le Pen, sans garantie aucune, et a appelé, on l'avait dit, à 2 reprises à voter pour elle, en déclarant « Je soutiens Marine parce qu'elle est la seule à porter l'intérêt des animaux », ce qui était on ne peut plus faux. Son admiration pour Vladimir Poutine en dit long également, parce qu'il avait protégé le léopard des neiges et interdit le commerce des peaux de phoque, Bardot le couvrait d'éloges et le remerciait d'avoir toujours été attentif à mes suppliques, en ajoutant « Je regrette de ne pas bénéficier d'un pareil soutien dans mon propre pays, qui est scandaleusement rétrograde lorsqu'il s'agit de défendre les animaux. » Elle confiait même en 2012 à Nice Matin « Je lui trouve beaucoup d'humanité. À chaque fois que je lui demande quelque chose, en principe, il me l'accorde. Il a fait plus pour la protection animale que tous nos présidents successifs. Et puis là-bas, ils n'ont pas l'Aïd el-Kébir. » Elle a finalement changé d'avis suite à la guerre en Ukraine en déclarant désormais « Il a un côté satanique que je ne soupçonnais pas. » Tout cela est vraiment exemplaire d'une inconséquence politique éclatante. Accepter n'importe quelle convergence du moment que tel ou tel fait mine de se préoccuper 3 secondes de quelques animaux. En d'autres termes, Bardot était prête à brader son soutien politique contre quelques promesses creuses et n'hésitait donc pas à vendre la cause animale à l'extrême droite. C'est au mieux une étroitesse de vision politique, au pire, l'expression assumée de son adhésion au suprémacisme et à l'inégalité. Et après, on se retrouve avec des personnes qui disent « Mais ces prises de position étaient la conséquence de son animalisme. » Eh bien oui, d'un animalisme raciste, qui entretient des confusions dangereuses dans un contexte de fascisation croissante, et qui peut devenir une passerelle qui emmène de l'animalisme vers l'extrême droite, et qui, à mon avis, condamne l'animalisme à ne se contenter que des miettes laissées par des démagogues populistes, au lieu de viser à en finir avec l'ordre spéciste du monde. L'épée et le bouclier.
un collectif animaliste aux accents néofascistes. Du côté animaliste de la convergence zoonationaliste encore, il existe aussi, mais de façon beaucoup plus marginale, l'exemple récent d'un collectif animaliste présent dans plusieurs villes de France et dont les accointances avec la sphère néofasciste ont été documentées, et que je ne nommerai pas ici pour ne pas leur faire de pub. Ce réseau militant déclare sur son site internet se dresser comme le rempart entre eux et les animaux. Ce « eux » est déjà éloquent. Il reconstruit d'emblée la triade que nous avons analysée. Les victimes parfaites, les animaux, les bourreaux, eux, et on devine entre les lignes, les sauveurs, nous. Et ça se confirme dès qu'on regarde de plus près comment ce collectif formule son projet. Devient l'épée et le bouclier, peut-on lire sur leur site. L'épée symbolise la force de frappe pour repousser les malveillants. Le bouclier symbolise le rempart que nous érigeons entre eux et les animaux. Être l'obstacle, inamovible, entre les bourreaux, les arrivistes, les opportunistes et les animaux qu'ils bafouent. Voilà bien un cas d'école d'animalisme identitaire. On a texto les bourreaux des animaux et la malveillance individuelle. Et l'imaginaire est par ailleurs très guerrier. C'est le vocabulaire des groupes paramilitaires et des milices. On retrouve exactement les mêmes termes, rempart, bouclier, dans les discours de groupuscules d'extrême droite, qui prétendent protéger les populations contre les migrants, ou les gauchistes, ou les antifas récemment. Pensez à l'organisation néofasciste du Bastion social, ou au groupe lyonnais Les Remparts, qui a pris la suite de la section locale de Génération Identitaire. L'esthétique est celle du fascisme classique, le culte de la force, la figure du guerrier protecteur, la violence présentée comme purificatrice. Et cette rhétorique guerrière s'accompagne d'un absolutisme moral, qui ne laisse aucun espace pour le débat ou la nuance. Il n'y a pas de neutralité éthique possible face à la barbarie anthropocentrée. Refuser de s'engager, c'est collaborer bruyamment avec les criminels, eux bien actifs. Agir est un devoir, un point obligatoire moral minimal. Chaque seconde perdue dans l'indifférence ou la justification égoïste est une seconde offerte aux acteurs de la maltraitance animale. Soit tu es avec nous, soit tu es complice des criminels. Ce qui pourrait ressembler dans d'autres contextes à un appel légitime à l'engagement pour une radicalité politique émancipatrice bascule ici dans toute autre chose. Une logique d'épuration et de désignation d'ennemis. Et arrêtons-nous sur ça, qui sont ces ennemis ? Le collectif en désigne 3 types. D'abord les ennemis extérieurs, les éleveurs qui sont diabolisés en tant qu'individus criminels, et les musulmans, oh surprise, l'islamophobie refait surface. On retrouve ainsi sur une de leurs affiches l'abattage islamique, crime archaïque. La triade coloniale est parfaitement reconstituée. Les animaux comme victimes parfaites, les musulmans comme bourreaux barbares, et un nous érigé en sauveurs civilisés. Mais la désignation d'ennemis ne s'arrête pas là. Elle se complexifie avec l'identification d'ennemis de l'intérieur. Ceux qui parasitent la lutte, les traîtres infiltrés. Je les cite. Dans cette continuité à refuser le folklore du militant, notre organisation s'oriente radicalement en structure fédérale non conforme à leurs normes parasitaires qui infestent la cause des animaux. Influenceurs, intersectionnalistes, lobby du vegan washing, welfaristes sont autant d'éléments problématiques qui se servent des animaux tels des panneaux publicitaires pour leurs intérêts personnels. Il convient de les ostraciser, puis de les expulser sans tolérance de cette lutte qui n'a jamais été la leur. Une compréhension de ces malveillants de l'intérieur, adeptes de l'entrisme, est impératif pour pouvoir les identifier et agir efficacement. Bon, vous entendez, il n'y a rien qui va. Malveillants de l'intérieur, entrisme, c'est exactement le lexique que les fascismes historiques ont utilisé pour désigner leurs ennemis intérieurs. Les juifs parasites, la 5e colonne, les infiltrés, qu'il faut purger. Parasites, infestes, c'est ce même vocabulaire que le spécisme applique aux animaux liminaires, rats, cafards et autres prétendus nuisibles. Lexique animalisant qu'on emploie plus généralement contre toute population qu'on cherche à ostraciser, rendre radicalement autre et in fine chasser, voire dans le pire des cas, exterminer. Et qui sont ces ennemis de l'intérieur ? Les influenceurs, les welfaristes et autres activistes coupables d'adopter des stratégies différentes. Plus que tous, les intersectionnalistes, parce qu'elles refusent de séparer la cause animale des autres luttes émancipatrices. Et le traitement à appliquer à ces ennemis est limpide. Ostraciser, puis expulser sans tolérance. Pourquoi l'intersectionnalité est-elle perçue comme une telle menace par ce type de collectif ? Peut-être parce qu'elle empêche l'instrumentalisation raciste de la cause animale. Parce qu'elle rend impossible de dire « les musulmans sont des barbares parce qu'ils égorgent nos moutons », sans interroger le racisme de cette construction.
parce qu'elle oblige à penser les articulations entre oppressions, et donc à refuser les logiques de hiérarchisation civilisationnelle. C'est sûrement pour tout ça qu'elle doit être expulsée. Ce qui est un peu surprenant dans leur cas, c'est que le collectif lutte explicitement pour la libération des animaux et pour un monde vegan. Donc a priori on s'attendrait à un groupe antispéciste. Mais le terme antispécisme n'apparaît jamais, ni sur leur site, ni dans leur communication, ni dans leur réseau. Le collectif s'identifie comme animaliste, pas comme antispéciste. Et je pense que ce n'est pas pour rien. L'antispécisme est sûrement vu comme trop marqué à gauche. Même si l'objectif affiché de ce collectif est bel et bien l'abolition de toutes les formes d'exploitation animale, semble-t-il, donc une certaine vision systémique, la formulation de cette visée politique ne passe pas par les concepts d'égalité ou de lutte contre un système d'oppression. Elle reste ancrée dans le registre de la protection et de la défense, le combat contre les criminels pour sauver les victimes innocentes. Et c'est précisément ce cadrage qui fait changer de cap. D'une lutte égalitariste, on vire de bord vers un discours suprémaciste et fascisant. Parce que dès qu'on pense en ces termes, des victimes à secourir, des ennemis à éliminer, on ouvre la porte à la désignation de coupables racialisés, à la logique de purge et de discrimination. Ces configurations zoonationalistes concernent une minuscule frange du mouvement animaliste. J'insiste, ça reste hyper minoritaire pour le moment. Mais elles révèlent une vulnérabilité structurelle qu'il nous faut prendre au sérieux, sur fond de dépolitisation assez forte d'une partie du mouvement animaliste ou de politisation très à droite, ces dérives deviennent possibles. Quand la cause animale est détachée des autres visées d'émancipation, quand elle n'est pas pensée en lien avec les luttes antiracistes, féministes, décoloniales, elle s'offre facilement à ces récupérations fascisantes. Je pense qu'il y a très peu, Antoine Dubio, voire très très peu, de politisation à droite ou à l'extrême droite de l'animalisme. Il me semble que le lien qu'on peut repérer parfois entre animalisme et extrême droite, il ne se joue pas sur le fait qu'il y ait une politisation explicite de l'animalisme et l'extrême droite, plutôt sur le fait qu'il y a une coexistence d'une politisation extrême droite et d'un portage de la cause animale qui, à mon sens, peut avoir une forme de cohérence entre eux, en tout cas une certaine version de l'animalisme avec cette politisation à droite ou à l'extrême droite, mais c'est assez différent de ce qu'on peut retrouver plutôt à gauche, où là, il peut y avoir clairement des formes de politisation à gauche de la question animale. À gauche, on retrouve des gens pour qui la question animale est imbriquée explicitement dans une forme de politisation plus générale. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas imbriquée à droite. Ça veut simplement dire que c'est des questions qui sont traitées de manière dissociée. Ce qui permet ensuite à certains acteurs de dissocier le fait que Brigitte Bardot, elle aurait un animalisme vertueux et puis elle aurait un racisme critiquable. Et qu'en fait, les deux positions, comme si elles ne coexistaient pas, ou qu'elles coexistaient mais sur des plans différents, qui ne peuvent pas être mis en rapport l'un avec l'autre. Alors qu'à gauche, en fait, les choses sont plus imbriquées, sont en tout cas portées comme étant plus imbriquées. Donc il me semble que c'est quand même une différence. Quand même, sur la politisation à droite ou à l'extrême droite de l'animalisme, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et quand je disais qu'il y a très très peu de formes, c'est qu'en fait, c'est quelques petits groupuscules à l'échelle mondiale et qui sont en fait très peu nombreux, quelques petites figures à petite échelle. Mais voilà, on n'a pas une forme d'animalisme d'extrême droite portée explicitement dans l'espace public extrêmement fort. Ça, c'est un procès qui est fait aux animalistes, mais qui me semble quand même largement erroné. Heureusement, une partie importante du mouvement refuse de faire de la question animale une cause qui opposerait les méchants barbares et les gentils civilisés. Refuse toute cette rhétorique raciste ou civilisationnelle. Je pense à la plus grosse association, L214. Brigitte Gauthier le redit à chaque occasion, comme encore récemment dans le podcast génial Poule Sentimentale. Et après, moi j'ai des souvenirs très précis de rencontres avec un éleveur de lapins avec qui je discute et j'ai un très bon souvenir de cet échange, d'entendre son point de vue, de lui exposer le nôtre, mais comme on est sur le système, mais c'est pas lui qu'on va attaquer, quoi. Enfin, c'est le système dans lequel lui-même est complètement englué. Et là, l'emprise de la viande sur nos vies, c'est tellement ancré dans la culture qu'on a ici et on n'en est même pas conscient. Enfin voilà, on va s'insurger que d'autres populations mangent du chien. Enfin voilà, nous on mange des cochons. Enfin, c'est tout aussi horrible. C'est tout aussi horrible. Et je pense bien sûr à de très nombreuses autres associations animalistes ou antispécistes, qui pour beaucoup ont toujours veillé à ne jamais tomber dans ce type de travers. Et heureusement, une autre partie encore du mouvement tire dans une direction politiquement assumée, explicite. Des collectifs et des personnalités travaillent à construire un antispécisme émancipateur. Un antispécisme antiraciste, décolonial, féministe, antivalidiste, antiagiste, etc.
qui lui non seulement refuse ces logiques de hiérarchisation ou de désignation d'ennemis, mais aussi les dénonce et les combat expressément, sans hésitation. Politiser l'antispécisme, plus que jamais nécessaire. Pour prévenir le développement de l'animalisme identitaire, il faut non seulement cultiver un animalisme qui refuse les cadrages en biais et les sales jeux communautaristes, blancs, coloniaux, etc., et par conséquent la porosité avec l'extrême droite, mais il nous faut aussi, plus encore, un antispécisme élancé vers l'horizon de l'émancipation, ancré dans une revendication d'égalité et de justice pour tous les êtres sentients, articulé aux autres luttes contre les dominations. On a vu dans toute cette série comment c'est au racisme que l'animalisme à la Bardot, lui, s'articule. On a analysé les vulnérabilités des cadrages de la protection animale compassionnelle, comment le paternalisme, la rhétorique de l'innocence, la chasse au bourreau créent une pente qui peut mener jusqu'au zoonationalisme. Et maintenant, la question qui se pose est que faire ? Comment développer plus encore à leur encontre un animalisme qui ne soit pas perméable à ces glissements de terrain ? Comment veiller à ce que la cause animale ne devienne pas un pipeline, une porte d'entrée vers l'extrême droite ? On peut se poser la question de la composition raciale du mouvement, de sa politisation de la question raciale. Antoine Dubiot, doctorant en géographie et auteur de l'ouvrage Écofascisme. Et voilà, est-ce que l'antispécisme est un mouvement qui est trop blanc ? Alors trop blanc soit d'un point de vue de la composition, mais ça je suis pas certain. Je pense que c'est un procès qui est souvent fait aux antispécistes, mais le reste de la gauche écologiste, féministe est quand même aussi très blanc dans sa composition. Mais en fait c'est peut-être plutôt du côté de la politisation qu'il y a une forme de blanchité qui persiste peut-être plus que dans d'autres franges de la gauche, où la question du racisme est moins adressée et fait moins partie de l'analyse. Il y a moins une réflexion sur la convergence entre la lutte antispéciste et puis antiracisme, ce qui est peut-être moins le cas dans d'autres mouvements sociaux qui en fait ont eu le temps de tisser plus d'alliances, ou aussi il y a d'autres voix qui ont été peut-être plus entendues, des voix antiracistes qui ont été entendues dans le mouvement féministe par exemple, ou dans le mouvement queer, ou même dans le mouvement anticapitaliste de manière générale. Le fait de moins avoir vraiment eu le temps de se diviser, c'est aussi une question qui se rapporte au degré, on va dire, d'institutionnalisation du mouvement, de développement, etc. C'est un jour ce qu'on avait dit dans la table ronde qu'on avait fait ensemble sur les rapports entre écologie et animalisme, de manière large, disons, où on avait un peu discuté cet élément de, en fait, c'est pas des mouvements sociaux qui sont au même stade de développement, et que, de fait, la question de avec qui on noue des alliances, sur quelle base, et puis qu'est-ce qu'on décide un peu de zapper ou de mettre en avant, ça se pose forcément différemment, parce que les cadres et les temporalités sont différentes. De manière générale, l'extrême droite et la question du racisme sont peu traitées au sein du mouvement animaliste. C'est pas une chose qui est mise en avant au sein des discussions internes entre militants, militantes, sympathisants et sympathisantes. Ça veut pas dire que c'est une question qui n'existe pas, mais j'ai plutôt la sensation qu'elle existe aux marges du mouvement et qu'elle est portée par certaines marges, politisées plutôt à gauche, plus proches du mouvement antiraciste, du mouvement féministe, queer, qui vont porter cette question. Ça va induire un peu des clivages par moment, mais j'ai l'impression que ça existe justement précisément focalisé sur des événements particuliers. La mort de Brigitte Bardot en est un, mais finalement, les élections législatives de 2024, au moment du NFP, c'était aussi un autre moment. Et c'est intéressant de voir que lors de ces différents moments, les mêmes acteurs ne vont pas forcément se positionner de la même manière sur la question de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'au moment du NFP, lors des dernières élections législatives, il y a un certain nombre d'organisations animalistes qui ont appelé à faire barrage à l'extrême droite de manière assez nette, et ça a été beaucoup plus timoré comme critique de l'extrême droite au moment de la mort de Brigitte Bardot. Il y a eu des réactions qui ont plutôt minimisé cette dimension, voire qui n'en ont pas parlé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, étaient embêtés par cette situation. Et du coup, le fait qu'il y ait une incarnation de l'extrême droite dans son rapport à l'animalisme, c'est peut-être quelque chose qui a compliqué le fait d'avoir des réactions qui pouvaient condamner ses positions racistes et son adhésion aux idées d'extrême droite. L'apolitisme dessert la cause. Quand on pense la cause animale en silo, quand on adopte une posture animal first, quand on moralise au lieu d'analyser les structures, on se prive des outils qui permettraient de détecter et de réfuter les récupérations racistes. Et on risque même fort d'y succomber, et au passage, d'affaiblir la cause animale. On peut ne pas voir, ou ne pas chercher à voir, comment notre discours peut servir d'autres agendas, tels la dénonciation de l'abattage rituel,
devenue sans surprise une obsession de l'extrême droite. Et on peut ne pas saisir, ou ne pas chercher à saisir, comment nous desservons aussi alors la cause animale. Je rappelle que la focalisation sur les mises à mort rituelles invisibilise l'immense majorité des abattages sans étourdissement opérés, sur les chalutiers par exemple qui sont de véritables abattoirs flottants, et néglige les étourdissements qui peuvent aussi être d'une violence inouïe et qui n'enlèvent rien à l'injustice fondamentale du meurtre. Si l'on était moins aveuglé par ce ciblage mal intentionné et obsessionnel sur les abattages halal et kasher, qui était partagé et popularisé par Bardot, on pourrait en faire des occasions d'enfin révéler au public à quel point ce sont la quasi-totalité des mises à mort qui sont en fait des agonies terribles. Ainsi, l'absence d'analyse systémique produit un angle mort spéciste gros comme une bétaillère. Celui qui nous fait privilégier dans la lutte les intérêts des animaux qui nous ressemblent, qui vivent dans notre environnement, et qui nous fait oublier ou être indifférents à ceux des innombrables autres qui nous paraissent moins proches. Mais outre l'immonde injustice qu'il y a à oublier la très très grande majorité des victimes, il y a à peu près 25 fois plus de poissons massacrés que de vertébrés terrestres, et peut-être 300 fois plus de crevettes. Il y a là un dévoiement de la lutte pour l'égalité et une capitulation devant nos préférences arbitraires, qui va à l'encontre du but que nous poursuivons, l'avènement d'une société moins arbitraire, moins injuste, non violente pour tous les êtres sentients, quels qu'ils soient. De même, Bardot qui dénonçait la pêche aux requins utilisant des chiens comme appât à La Réunion, et qui pour ce faire vociférait contre la population réunionnaise avec le racisme le plus décomplexé. Non seulement elle a alors creusé la tombe des avancées animalistes sur l'île, rendant cette population durablement réfractaire aux revendications pro-animaux, comme on pouvait s'y attendre après s'être fait ainsi insulter, mais en outre, quelle occasion ratée! On aurait pu, à l'inverse, s'appuyer sur l'indignation généralisée que suscite le fait d'embrocher des chiens avec des hameçons géants avant de les jeter à la mer, en espérant que des requins vont les avaler vifs et se faire ainsi pêcher, pour dénoncer l'ensemble de la pêche au vif que pratiquent les pêcheurs dans toutes les régions de France, y compris bien sûr en métropole. Ils prennent certes non pas des chiens, mais le plus souvent d'autres poissons, et les transpercent vivants pour les replonger à l'eau en espérant que leurs blessures et leur agitation frénétique, due à leur terreur panique, vont attirer des carnassiers comme des brochets. La pratique n'est pas moins monstrueuse pour ces plus petites personnes, qui souffrent tout autant et qui éprouvent une terreur similaire. Et le cas des chiens aurait pu servir à faire réagir la population de l'ensemble du pays à ce sujet, et peut-être réussir à faire interdire la pêche au vif dans son principe même. Dans ces deux cas, abattage halal et pêche aux requins, c'est la focalisation entraînée par le cadrage raciste, il faut les bons animaux, maltraités par les mauvais humains, qui empêche, hélas, le mouvement animaliste de voir l'étendue de ce qui pourrait être obtenu pour tous les animaux qui souffrent. Et je pense qu'on peut tout à fait articuler et soutenir des luttes qui existent justement dans les pays du Sud vis-à-vis de ces questions-là. Vipulan Pouvanesvaran, militant et co-auteur de l'ouvrage « Autonomie animale ». Enfin, il faut toujours prendre en compte le rapport social qui est en jeu entre la personne qui parle et les personnes ciblées, et intégrer aussi l'histoire des pratiques localement. Typiquement, en Asie du Sud, il y a eu historiquement des pratiques de consommation végétale qui étaient assez répandues, mais qui étaient aussi par ailleurs liées à des logiques de caste et de distinction sociale, notamment en Inde. C'est un peu moins le cas dans certains autres pays. Et aujourd'hui, qui sert aussi à un agenda raciste et xénophobe contre les populations musulmanes en Inde, mené par Modi. Et en fait, si par exemple tu veux parler de lutte antispéciste dans ce cadre-là, tu peux pas faire abstraction de tout ce contexte politique. Tu es forcément obligé de l'articuler à ça et de l'intégrer dans ton positionnement politique. Si tu arrives là-dedans avec juste un angle « il faut pas tuer les animaux », ça va juste servir aussi l'agenda raciste qui existe chez les pouvoirs régionaux, quoi. Donc la solution pour moi, c'est d'articuler ces lectures antispécistes à des lectures antiracistes et décoloniales. Et anticapitalistes, critiques des castes, etc., dans le cas de l'Inde, par exemple. Ne pas séparer les luttes. Alors, que signifie concrètement politiser l'antispécisme ? C'est d'abord le penser comme une lutte systémique. Le spécisme n'est pas une collection de méchants qui torturent des animaux, c'est un système, un ensemble de normes, de pratiques, d'institutions qui organisent l'exploitation des autres animaux et la rendent acceptable, invisible, naturelle, etc. Et il ne s'exerce pas d'abord sur les vertébrés terrestres, les mammifères ou les oiseaux, mais massivement sur ces grands oubliés que sont les animaux aquatiques.
Tout ça, on l'a abondamment répété au fil de la série. Politiser ensuite implique de comprendre à quel point ce système de pouvoir est articulé à d'autres. Le capitalisme qui marchandise tout, le patriarcat qui naturalise l'appropriation de certains corps, le racisme qui hiérarchise les vies. Et donc dépasser une grille de lecture apolitique qui isole la question animale de tous les autres enjeux sociaux plutôt que de les penser conjointement. Or, un mouvement qui refuse d'articuler sa lutte avec les combats contre le racisme, le patriarcat, etc., est un mouvement dans lequel de nombreuses personnes concernées par ces oppressions peuvent ne pas se reconnaître. C'est un mouvement qui prend le risque de reproduire, et effectivement reproduit dans une certaine mesure, en son sein, les hiérarchies et les violences qu'il prétend combattre ailleurs. Bardot en est le sinistre exemple. Pour enrichir et préciser notre compréhension de l'oppression spéciste, on peut puiser aux nombreuses analyses transversales à plusieurs dominations, qui en dénoncent notamment les mécanismes communs, l'animalisation, la naturalisation, l'essentialisation, etc. Tout comme l'écologie en fait, vraiment. Je crois qu'on assiste au début d'un tournant décolonial au sein de l'antispécisme. Myriam Bahafou, qui réalise une thèse sur la co-construction des catégories de races et d'espèces sous la modernité coloniale. Pas historiquement, parce qu'encore une fois, il a existé depuis très longtemps, c'est pas ça qu'on dit, mais qu'aujourd'hui, il atteint des sphères qui, justement, étaient régies par une forme de blanchité non questionnée, et où, en fait, il était tout à fait possible d'être raciste, sexiste, homophobe, validiste, etc., tout en ayant la caution morale, en fait, de l'antispécisme à côté. Je crois que ça, aujourd'hui, c'est en train de tomber pour de diverses raisons, mais aussi parce que le tournant décolonial devient... tellement fort que c'est plus trop possible en fait de vouloir militer en dehors de ça et c'est pas plus mal, donc je crois qu'il y a un peu une forme de violence en fait dans ce qui se passe aujourd'hui, et il y a eu des propos assez violents à la fois pour et contre là à Bardot, mais et il y a eu une forme de désillusion pour moi, hein. J'ai vraiment constaté que beaucoup de personnes qui se disaient antispécistes par exemple avaient tout à fait souscrit à cet hommage là de Bardot, tout en faisant encore une fois comme si c'était une chose séparée de sa vie et comme si en fait son animalisme n'allait pas complètement de pair avec son racisme. Mais je crois quand même qu'il y a eu quelque chose comme une désillusion collective là. C'est plus possible, on n'a plus le droit de faire ça, ça marche plus. En fait, je crois que c'est aussi évidemment très bénéfique pour les animaux, hein, cette histoire-là, profondément. Parce qu'en fait, on arrête de regarder l'antispécisme sous l'angle de la vulnérabilité extrême, en fait. Et ça, on est plein à le dire depuis très longtemps, mais je crois que de doubler sa lunette critique de l'antispécisme avec l'antiracisme, je crois que c'est inacceptable maintenant d'accepter cette posture victimaire comme le point de départ, c'est-à-dire voice for the voiceless ou les plus opprimés des opprimés. Voilà, tout, je crois que cette rhétorique-là, mais c'est mon analyse, hein, je crois qu'elle est vraiment en train de s'effriter aujourd'hui, et c'est vraiment grâce aussi au discours antiraciste et décolonial. Développer une culture antiraciste et antifasciste. Comprendre ces articulations, c'est aussi se donner les moyens de voir comment la frontière d'espèces, et la frontière raciale notamment, se renforcent mutuellement. Et donc, comment un antispécisme qui ne serait pas antiraciste passerait à côté d'un enjeu important. Enfin, il faut aussi qu'on intègre la question animale comme une question pleinement politique. Vipulan Pouvanesvaran. Et qu'à ce titre, on produise aussi tout un tas de contenus sur les luttes animaliste depuis une perspective antiraciste et décoloniale, de dire ok, en fait on sait que comme pour l'écologie par exemple, il y a des appropriations de la question par l'extrême droite, par des fascistes, etc. Mais nous, c'est quoi le contre-discours qu'on propose sur ces questions-là? L'enjeu ici, c'est pas d'abandonner les questions animales parce qu'il y a des figures d'extrême droite qui sont hyper populaires sur ces questions-là, et d'ailleurs pas forcément dans le milieu militant. Ensuite, il y a du coup la question de quel contre-discours on peut construire. Donc pour moi, là-dessus, il y a plein de choses à puiser dans l'imaginaire, des coutumes végétales populaires qui peuvent exister dans les pays du Sud ou qui ont pu exister dans une époque pré-coloniale ou pré-capitaliste, même s'il faut toujours dire que c'est pas une forme d'essentialisation ou d'exotisation de sociétés qu'il pouvait y avoir avant, mais qu'il y a des choses intéressantes qui existaient. On va dire, des bases pour construire de nouvelles coutumes populaires végétales, par exemple, et qui sont intéressantes aujourd'hui pour justement construire ces nouveaux discours, quoi. Et que par ailleurs, par exemple, le travail aussi que fait Kautar Archi sur l'articulation entre animalisation des personnes racisées et aussi animalisation des animaux pour créer une catégorie sociale animaux pour pouvoir les exploiter. Enfin, tous ces parallèles-là, c'est aussi des choses qui sont extrêmement intéressantes à explorer pour montrer qu'en fait, il y a des continuités, il y a des liens qui existent historiquement dans l'oppression de ces différents groupes sociaux-là, et qu'en parallèle, il y a des choses qui existent en dehors de l'Occident,
Ces questions-là, elles n'ont pas été inventées par l'Occident blanc au XXIe siècle. Ce qui implique aussi de prendre à bras le corps la question du racisme, que les critiques internes au mouvement soient entendues, et même qu'on arrive à se départir de notre ignorance blanche, qu'on s'informe, qu'on se pose beaucoup plus souvent la question de ce que ça fait pour les personnes qui subissent telle ou telle oppression. Quel effet ont nos discours ou absence de prise de position, etc. Dans le contexte actuel, cette vigilance antiraciste et antifasciste est d'autant plus cruciale. On vit dans une période de fascisation accélérée. L'extrême droite est au pouvoir ou aux portes du pouvoir dans de nombreux pays, y compris en France. Son avènement sonnera le glas des aspirations à la justice sociale, mais tout autant celui de quasiment tous les espoirs animalistes. Selon moi, la position qui me semblerait le plus juste à avoir pour contrer des discours haineux dans les mouvements de protection animale, Opale, militante pour la libération totale. Ça serait un antispécisme qui prenne en compte tous les rapports de domination qui constituent notre système. On doit rendre visible et démonter chaque suprémacisme qui profite à certains groupes sociaux. Donc que ça soit le suprémacisme blanc grâce au colonialisme ou le suprémacisme humain grâce au spécisme. Ils s'alimentent mutuellement, en fait. Ils utilisent la même logique, c'est celle de désigner certains êtres comme inférieurs pour justifier leur exploitation et la mise à mort. Donc ça signifie qu'il y a vraiment urgence à s'allier avec d'autres luttes antiracistes, décoloniales, anti-impérialistes, anti-validistes, LGBTQIA+, écoféministes et sûrement d'autres. C'est s'unir pour faire un front commun. C'est aussi une alternative aux discours fascistes et d'extrême droite qui sont concrètement nuisibles aux populations discriminées humaines, mais aussi animales. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais vraiment recommander le contenu du site Creep Humanimal, qui est géré par Trudy Cazot, qui est une personne malade, chronique et handicapée végane, et qui fait des liens justement entre le spécisme et le validisme. Et voilà, c'est vraiment super intéressant. Et ce que j'observe aussi de plus en plus, c'est un besoin, une urgence à faire émerger un antispécisme qui se bat pour une libération totale, qui prend en compte tous les angles de domination, quelle que soit l'espèce. Et dans cette voie, on est en train de co-construire en France un collectif qui est antispéciste et décolonial, qui se nomme Bison Volant, dans le but de donner de la force et de la voix aux discours, aux analyses, aux manières de faire, aux pratiques de personnes racisées non blanches à l'international qui luttent pour les autres animaux et qui ne sont pas encore, en tout cas pas assez visibilisées en Occident. Refuser le culte des personnalités. Il y a aussi des réflexes militants concrets à désapprendre, au premier rang desquels le culte de la personnalité. On l'a vu avec Bardot. La starification, la sanctification même d'une figure ont pendant des années rendu impossible toute critique sérieuse de ses positions racistes. Et je lis encore « Oui, mais moi j'adore Bardot », comme argument censé clore le débat. Il nous faut trouver d'autres figures. Mieux encore, il nous faut valoriser une diversité de voix et de parcours. Mettre l'accent sur des collectifs, plutôt que sur des sauveurs-sauveuses individuels. La personnification des luttes est un problème. Elle reproduit une logique de héros et de victimes, de bienfaiteurs et de bénéficiaires. Elle invisibilise le travail collectif, anonyme, quotidien, de milliers de militantes. Et elle rend le mouvement vulnérable. Quand toute la légitimité repose sur quelques figures, que se passe-t-il quand ces figures dérivent, quand elles tiennent des propos inacceptables, quand elles font des alliances toxiques ? Alors la starification peut simplifier les luttes Sama Karaki, en les réduisant à des visages, à des figures uniques, singulières. Docteur en neurosciences, autrice de l'ouvrage Contre les figures d'autorité. On invisibilise les collectifs, les désaccords internes, les bifurcations, les incertitudes, et les processus longs au profit d'une narration centrée sur des figures qu'on admire. Donc elle rend aussi les causes vulnérables parce que lorsque ces figures sont discréditées pour des transgressions, pour du racisme ou pour d'autres formes de transgression, c'est toute la lutte qui peut être polluée, affaiblie. Donc on transforme l'engagement en relation affective. On suit, on admire, on défend, plutôt que cet engagement soit une pratique politique active. Après, c'est une illusion quand même de vouloir supprimer toute incarnation parce que notre cerveau a besoin de figures pour s'orienter. L'enjeu n'est pas de brûler les idoles, mais plutôt de désacraliser leurs figures, de les considérer plutôt comme des relais et pas comme des origines. En fait, il faut multiplier les voix qui représentent une lutte plutôt que de concentrer l'autorité en une seule personne, en un seul visage. On peut, je pense, apprendre à admirer sans déléguer notre jugement. Alors, dépersonnifier complètement peut appauvrir les luttes, mais idolâtrer
peut aussi les fragiliser. La solution, donc, est dans un usage critique, pluralisé des figures publiques et un détachement de figures uniques, singulières, exceptionnelles, qui viennent en fait écraser toute la complexité derrière. Un mouvement plus horizontal, qui valorise les collectifs, qui fait circuler la parole, qui reconnaît la multiplicité des contributions, est un mouvement plus résilient et plus accueillant aussi pour la diversité des profils et des approches. Refuser le misérabilisme, revendiquer l'égalité. On l'a longuement analysé, le misérabilisme et le paternalisme portent en eux une affinité structurelle avec les schémas réactionnaires et racistes. Alors il faut les refuser. Ça ne veut pas dire nier la vulnérabilité réelle des animaux, elle existe, mais elle est surtout produite par l'ordre spéciste. Mais ça veut dire la prendre en compte sans l'essentialiser, sans en faire une nature éternelle qui n'appellerait que notre protection bienveillante. L'alternative, c'est un discours égalitariste. Revendiquer des droits pour les animaux, plutôt que de sauver ces pauvres créatures sans défense qui n'ont que nous. Partir de la sentience, de la capacité à souffrir et à avoir des intérêts, comme socle moral. Pas de l'innocence, pas de la pureté, pas du dénuement. On change conséquemment notre rapport aux animaux eux-mêmes. On reconnaît leur personnalité, leur agentivité, leur capacité de résistance. En somme, on change notre façon de penser, et avec elle, d'horizon politique. Je crois que c'était pas plus mal Myriam Baafou. Que justement il y ait des prises de parole qui soient faites, et moi je pensais que c'était ma responsabilité de le faire justement au nom, entre guillemets au nom, d'autres personnes antiracistes et antispécistes qui en fait étaient à devoir choisir entre justement nier toute pertinence de l'antispécisme aujourd'hui, politique, ou accepter ou tolérer, les propos de Brigitte Bardot, quoi. Et en fait, ce dilemme, il est inacceptable. Et on s'y soustrait, et on s'y soustraira toujours, en fait. Mais pour se soustraire à un dilemme, il faut proposer un discours alternatif. Et encore une fois, il existe déjà, ce discours. On ne l'a pas inventé, là, à la mort de Bardot. Mais il manque de visibilisation, en fait. Et il manque de travail politique pour que des personnes puissent se mettre derrière lui. Et vraiment, j'espère que ces réactions-là vont pouvoir donner lieu à ça, plutôt que juste une forme de constat un peu lamentable de « on en est encore là », quoi. Moi, je pense que c'était ça qui a vraiment eu lieu chez mes amis antiracistes, antispécistes, racistes. Et là, c'est vraiment waouh, on en est encore là, quoi. Nous, on pensait même pas que le mot de Bardot allait sortir chez les animalistes. Enfin, vraiment, on n'en était pas du tout. On n'était pas prêts, en fait. Je pense que nous, on n'était pas prêts à cette discussion-là. Donc, je vais pas mentir quand même, en vérité, cette histoire-là, pour moi, plutôt, j'en sors avec beaucoup de pessimisme. J'en sors avec beaucoup de tristesse et de colère. Je suis hyper heureuse que ça ait donné lieu à des productions, mais je pense qu'en tant que... Est-ce que ça a renouvelé le mouvement antispéciste de l'intérieur ? Est-ce que ça lui a fait prendre conscience des choses ? De mon point de vue, et c'est que le mien et c'est individuel, je n'ai pas constaté ça. Par contre, je l'espère. Ça, c'est clair que je m'accroche toujours à cette... Parce que là, il y a un tournant, encore une fois. Donc, en fait, on est face à un choix. Soit le mouvement antispéciste, dans son ensemble, va continuer, en fait, à œuvrer à partir de sa blanchité non questionnée. Soit il va y avoir de réelles fractures à l'intérieur du mouvement. Et comme le mouvement féministe, comme le mouvement antiraciste, en fait, les fractures vont contribuer à donner une richesse beaucoup plus large. Ce que, à mon sens, on n'a pas encore, en fait, dans le mouvement antispéciste. Pas assez. Conclusion, une fracture nécessaire. L'extrême droite progresse, et elle instrumentalise déjà parfois la cause animale. Elle va continuer à le faire, et probablement de façon de plus en plus sophistiquée. Ça ne construit pas dès maintenant un antispécisme robustement antiraciste, fermement articulé aux luttes d'émancipation. On laisse la porte grande ouverte à ces récupérations. Et au final, potentiellement à la destruction de l'antispécisme, à l'oubli de la portée de notre combat pour tous les animaux, et nécessairement pour tous les humains au sein de ces animaux. Mais je veux terminer sur une note qui ne soit pas désespérée, et dire que ce travail est déjà en cours, et bien vivace. Il existe des collectifs, des initiatives qui portent cet antispécisme politisé, des espaces où l'on pense ensemble les articulations entre les oppressions, des militantes qui refusent de séparer leur engagement pour les animaux de leur engagement antiraciste, féministe, anticapitaliste, antivalidiste, contre la domination adulte, etc. Des analyses qui irriguent progressivement le mouvement, ainsi que le font parmi bien d'autres les intervenantes dans cette série. Donc la direction est en réalité toute tracée, et il ne reste qu'à la prolonger, la renforcer et l'amplifier, la faire connaître bien plus largement encore. C'est elle, je pense, qui permettra de construire un mouvement de libération animale qui soit réellement émancipateur, un mouvement qui ne reproduise pas les hiérarchies qu'il prétend combattre, un mouvement dans lequel Bardot n'aurait jamais pu devenir l'égérie principale.
le négatif photographique de l'antispécisme. Le but de cette série n'était pas de tirer à boulet rouge sur Brigitte Bardot, ou plus largement sur la protection animale. J'espère que c'est ainsi que vous l'aurez reçu, même si j'ai bien conscience que c'est l'impression que peut susciter l'accumulation des critiques sur 3 longs épisodes. Je le redis, la protection animale est bien plus proche de l'antispécisme que ne l'est le sens commun. C'est incontestable. Si je devais choisir entre une société comme la nôtre, où la plupart des gens se fichent complètement de la souffrance animale, et une société où, même de façon paternaliste et misérabiliste, les gens appellent au moins à prendre soin des animaux comme le faisait Bardot, eh bien je choisirais la seconde, sans hésiter. Mais c'est justement pour cette raison que j'ai pris son animalisme comme objet d'analyse. Parce que si on part du suprémacisme humain hégémonique, tout ce qui s'oppose au massacre quotidien semble aller dans la même direction, tant le monde est violent envers les victimes du spécisme. Les distinctions peuvent presque paraître dérisoires face à l'urgence, mais tous les chemins qui s'éloignent du spécisme ne mènent pas vers le même horizon. Et c'est précisément ce que Bardot permet de révéler avec une netteté saisissante. Finalement, elle nous apprend peut-être plus parce qu'elle n'est pas que parce qu'elle est. Elle nous apprend que l'engagement sincère ne suffit pas, que la compassion sans l'analyse peut devenir toxique, que l'animalisme sans structuration antispéciste peut dériver jusqu'à se rapprocher du néofascisme. Bardot a donc quelque chose de presque fascinant, en tant qu'elle constitue à elle toute seule un gigantesque bingo de tout ce dont un antispécisme conséquent cherche à s'éloigner au sein de la grande famille de l'animalisme. De la misanthropie essentialisante, du misérabilisme envers les animaux, du paternalisme compassionnel, du spécisme bienveillant, de l'auto-héroïsation et de sa propre élévation morale, de l'imaginaire colonial et civilisationnel, de l'animalisme raciste et plus largement identitaire, des convergences avec l'extrême droite et du blanchiment des idées fascistes. Parce qu'au fond, c'est bien ce que Bardot représente, le négatif photographique de l'antispécisme. Vous savez, ces anciens films photos où l'image apparaissait d'abord en négatif, les zones claires en sombre, les sombres en clair, avant qu'on puisse développer le positif. Sur ces 2 photos de l'animalisme, on décèle les mêmes sujets, la silhouette reconnaissable de différents animaux non humains et celle d'humains qui veulent les aider, améliorer leur sort. Mais les couleurs sont inversées, les cadrages aux antipodes. Là où Bardot voit des pauvres victimes à protéger, nous voyons des sujets singuliers qui résistent à leur oppression. Là où elle cherche des coupables à punir, nous analysons des systèmes à démanteler. Là où elle mobilise la pitié individuelle, nous revendiquons la solidarité politique. Là où elle en appelle à notre humanité, à la charité, nous exigeons la justice et l'égalité. Là où elle trace des frontières entre civilisés et barbares, nous refusons de faire de l'horreur spéciste un prétexte pour alimenter le racisme. On peut apprendre des impasses de l'animalisme à la Bardot pour s'orienter collectivement vers cet autre horizon qu'est l'antispécisme. Un antispécisme politique, structurel, égalitaire, émancipateur, intersectionnel, appelez-le comme vous voulez. Et c'est pour mettre tout ça en relief que j'ai choisi de passer autant de temps à approfondir le cas Bébé. À vous de me dire si vous pensez que ça valait le coup, et si comme moi vous ressortez de cette série avec l'impression d'y voir bien plus clair. Allez, avant de se quitter, comme pour les épisodes précédents de la série, on part sur un résumé des idées principales. Le zoonationalisme marque le passage de la compatibilité structurelle à la convergence effective. Là où l'animalisme identitaire est poreux au racisme, le zoonationalisme désigne l'alliance accomplie entre animalisme et projet d'extrême droite, ou sa récupération par cette dernière. Cette convergence zoonationaliste prend justement 2 formes. L'instrumentalisation cynique par l'extrême droite sans engagement réel pour les animaux, ou la participation active de certaines franges animalistes. Par exemple, Bardot, évidemment exemplaire de ça, et aussi le collectif fascisant dont on a parlé. Cette dynamique repose sur une transaction asymétrique. L'animalisme blanchit le racisme en servant d'écran moral, tandis que le racisme n'autorise qu'un animalisme biaisé. L'arnaque de l'abattage rituel illustre bien cette logique. C'est une pratique minoritaire qui est instrumentalisée pour stigmatiser les musulmans. Et cette focalisation en vient à invisibiliser, entre autres, les ratés massifs de l'étourdissement et les milliers de milliards d'animaux, notamment aquatiques, qui agonisent aussi sans étourdissement, mais dans l'indifférence quasi totale.
Le RN notamment pratique de l'animal washing, c'est-à-dire une récupération de la cause animale pour blanchir un projet spéciste, raciste et fasciste. Mais le carnisme identitaire et l'indifférence totale restent les dynamiques majoritaires entre extrême droite et question animale. Le suprémacisme humain a une cohérence naturelle avec le projet suprémaciste général de l'extrême droite. Refuser ces mauvais cadrages et ces orientations identitaires ou nationalistes est une nécessité si on ne veut pas prendre le risque de brader et fragiliser la cause animale. Politiser l'antispécisme permet de se donner les moyens de prévenir ces dévoiements de l'animalisme, en tant que lutte systémique articulée aux autres combats émancipateurs, en refusant le paternalisme au profit de l'égalité, en critiquant le primat arbitraire donné à certains animaux aux dépens d'autres, et enfin en développant une culture antiraciste robuste dans le mouvement. Voilà, je veux remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à cette série. Sama Karaki, Opal, Kautar Archi, Myriam Baafou, Vipulan Pouvanesvaran, Lila M et Antoine Dubio. Merci à chacune pour leurs analyses précieuses. Et je vous invite à aller suivre leurs travaux, bien sûr. Vous y trouverez de quoi prolonger et approfondir encore les réflexions de ces épisodes. Si vous avez écouté la série jusqu'ici, c'est que vous êtes a priori parmi les personnes les plus intéressées et motivées par les contenus des épisodes de ce podcast. C'est une série qui m'a demandé un travail considérable, et aussi de prendre le temps de réfléchir, de faire beaucoup de recherches, d'interroger de nombreuses personnes, et de trouver les meilleures illustrations possibles des éléments critiqués, d'essayer, parfois avec difficulté, de mettre la nuance nécessaire, et sans compter la partie technique habituelle autour de tous les épisodes. Tout ça n'est possible que parce que des personnes soutiennent régulièrement ce média, en faisant des dons mensuels qui me permettent de m'y consacrer entièrement. C'est grâce à vous que je peux dégager autant de temps pour essayer de faire émerger les analyses les plus intéressantes possibles du spécisme. En l'occurrence, cette série a représenté 3 mois entiers de travail. Je vous remercie pas assez, alors là j'en profite. Merci beaucoup. Et moi il me reste seulement à vous dire bisous.